Passagers de la nuit, bien le bonsoir. Quel plaisir de venir à votre rencontre, comme chaque dimanche soir, en seconde partie de soirée pour réunir sur un seul et même plateau toute l'actualité culturelle, peut-être un peu exagérée de ma part, mais en tout cas quelques agitateurs de ceux qui font l'actualité culturelle. Eh bien, nos deux premiers invités sont d'une double actualité. D'abord livresque, mais également cinématographique, avec l'organisation de la 9e édition du Festival international du film d'Alger, ou du film engagé, mais également à travers des ouvrages. En particulier, notre premier invité, qui n'est autre que Ahmed Bejaoui. Bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'être avec nous, Ahmed Bejaoui. Merci. Le cinéma, son âge d'or, 50 ans d'écriture au service du 7e art. C'est votre dernière édition, votre dernière livraison aux éditions Chihab. Vous avez réellement traversé le siècle, parce qu'à travers cette lecture, à travers tout ce que vous avez eu à commettre comme article dans la presse nationale, mais également internationale, nous revisitons l'histoire de l'Algérie dans le monde du 7e art. Je le rappelle, à travers ce bel ouvrage que nous sommes venus offrir et partager avec nos téléspectateurs. Et puis, 9e édition, je le disais, du Festival international du film d'Alger. La presse parlait très souvent du film d'Alger, international du film d'Alger, mais rarement du film engagé. Le pourquoi du comment, est-ce que l'engagement a réellement perdu de son sens? Eh bien, nous en parlerons tout au long de l'émission. Et vous saurez tout. tout sur le 9e Festival international du film d'Alger. Vous avez voulu savoir sur ça. Ne vous en faites pas, on aura plein de questions à vous poser tout au long de l'émission, Ahmed Bejaoui. Merci, cher ami. Alors, actualité toujours double, je vous le disais encore une fois, à travers l'intervention, mais également la présence sur notre plateau, notre deuxième invité, qui n'est autre que Abdelkrim Tazarout. Bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de vous avoir, Abdelkrim Tazarout. Alors, vous êtes pluriel, hein. Vous êtes journaliste, auteur de plusieurs ouvrages, dont Gerwabi ou Le Triomphe du Chabi, l'Amari, le ténor de la Kasbah, elle, des voix algériennes, cinéma algérien, acteur, actrice, sous les feux de la rampe. Voilà, nous y reviendrons dans quelques instants, mais également un autre ouvrage, Jamal Allam de Olslo au Youyou des Anges, préfacé par Boukhalifa Amazit. C'est deux éditions ANEP. Ça vient également tout juste de sortir. Le livre est sorti quelques semaines seulement après la disparition de cet enfant terrible de la chanson algérienne qui a marqué à tout jamais l'histoire de deux générations, des années 70 jusqu'au début des années 2000. Merci d'être avec nous encore une fois, Abdelkrim Tazarout. Merci. Notre troisième invité a toujours été dans le questionnement, dans la quête de soi. Sa réflexion et ses réalisations picturales sont réellement dans la spiritualité, l'élévation et donc, j'allais pratiquement dire, l'horizontalité et la quête de soi. Elle a pour nom Anissa Berkane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à toi de m'avoir invité. Alors, le Dikr est une exposition qui voyage beaucoup, à Téhéran, à Londres, à Alger. En ce moment, elle est à Paris, je le rappelle encore une fois, au Centre culturel algérien de Paris. Ça va se poursuivre jusqu'au 26 du mois prochain. Exactement. Donc, le vernissage aura lieu le 14 décembre au CCA. Oui. Décembre, oui, de ce mois de décembre. Donc, ça va durer un mois et demi. Rien que pour notre plaisir. Oui, et donc c'est sa 5e exposition depuis sa création en 2015. Donc toujours dans le nomadisme. Exactement. La rencontre et la confrontation de vos idées, de vos univers avec l'autre. Mais qui est réellement l'autre? Quel est votre discours vis-à-vis de cet autre, de cet étranger? Parce que vous êtes également dans une forme de performance. Faut-il le dire à nos téléspectateurs? Vous êtes également dans comment dire, dans l'échange, mais surtout dans le dialogue interculturel et interreligieux à travers, encore une fois, cette exposition. Zikr, encore une fois, qui nous renvoie vers certaines sourates, certains versets du Saint-Coran. Nous y reviendrons et nous en parlerons tout au long de l'émission. Et surtout, j'ai eu du plaisir à recevoir ici même deux grands agitateurs de la scène culturelle, à savoir Rachid Boujdara, mais également Rachid Quraishi. Vous avez collaboré pour un ouvrage, une beauté extrême. Et j'imagine que cet ouvrage a réellement construit... C'est une continuité, en fait. Parce que Rachid Quraishi a été pour moi une révélation. Et depuis sa découverte en 2000 à la galerie Esma, c'est là où je suis passée au Dikr pictural. On peut parler de révélation dans ces conditions-là? Oui, presque, oui. Très bien. Bien, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Je le rappelle encore une fois, Anissa Berkane. Et puis, quatrième et dernier invité pour finir en beauté, la rencontre de ce soir. Il a été pendant plus de
14 ans, la voix charismatique, le personnage, le leader d'un groupe qui a traversé les frontières, qui ont enflammé toutes les scènes algériennes, mais également à l'étranger. Il a eu également, dans sa réflexion, plusieurs approches. Son album est un mélange, est un savant mélange, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Un savant mélange entre rock, entre rail, entre gnawa, entre shabi, entre slam, à vous donner le vertige, à vous vriller l'esprit. Il s'agit de notre quatrième et dernier invité, c'est Jam, l'ancien leader du groupe donc Jamaoui Africa. Jam, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, mon cher ami. Merci, c'est un plaisir d'être dans cette qada. Franchement, je suis très content d'être ici. Merci beaucoup, en tout cas, de nous honorer de par votre présence. L'album a pour titre Zgelgel, c'est bien ça? C'est Zgelgel. Zgelgel, voilà. Zgelgel, voilà. Zgelgel. Alors, qu'est-ce que le Zgelgel réellement? Serait-ce un esprit saint qui voudrait nous habiter? Serait-ce un virus que vous aimeriez nous inoculer pour nous faire bouger à travers pas moins de 15 titres? Eh bien, nous en parlerons tout au long de l'émission et je vous assure, hein, vous avez donné le vertige à l'animateur que je suis au grand curieux parce qu'au départ, on s'était rencontrés, vous et moi, lors de l'organisation de la 9e édition de l'opération Lied Feliet qui a eu lieu il y a seulement quelques jours à la salle Atlas. Je vous ai vu sur scène, vous m'aviez offert votre album et je me suis dit, oui, je le connais que trop bien. J'ai eu du plaisir à participer à quelques-uns de vos concerts lorsque vous étiez donc le leader, je le rappelle encore une fois, du groupe Jamaoui Africa. Mais là, franchement, je ne vous ai pas retrouvé. Vous avez été pour moi tout simplement insaisissable. L'album est en vente chez les bons disquaires et j'ai même entendu dire chez certains bons libraires. Merci d'être avec nous encore une fois. Je le rappelle encore une fois, Jamil. Questions, réactions et suggestions, la page Facebook de notre émission, donc cultureclub@entv.dz. Nous vous le disions au sommaire de l'émission, double actualité. D'abord, l'organisation de la 9e édition du Festival international du film d'Alger ou le film engagé, mais également la sortie, la parution de notre premier invité de son dernier livre, je le disais, le cinéma à son âge d'or, 50 ans d'écriture au service du 7e art. C'est chez Shihab Éditions. Rebonsoir Ahmed Bejaoui. Merci d'accepter encore une fois notre invitation. Faut-il vous présenter le choix? Non, pas du tout. Et vous ne l'aurez pas jusqu'à la fin c'est votre punition jusqu'aux premières lueurs du matin. Parfait. Jusqu'à minuit. Ça me va. Alors, vous êtes professeur des universités à la faculté de communication à l'université Alger 3, directeur artistique du festival du film engagé. Nous y reviendrons encore une fois ce soir. Auteur de 4 ouvrages, dont Images et visages avec Denis Martinez. Vous étiez ici même pour en parler. Cinéma et littérature, la guerre d'Algérie dans le cinéma mondial. 2015, on vous a décerné la médaille Federico Fellini pour, bien sûr, les services rendus à la culture cinématographique à travers le monde. Et dans cet ouvrage-là que nous sommes venus présenter à nos téléspectateurs, nous parlerons du cinéma arabe, des cinémas du Sud, du cinéma algérien des années 70, mais également 80. Nous parlerons de cinéma de femmes ou des femmes dans le cinéma, et en particulier la littérature et le cinéma de frères ennemis. Allez savoir. Parlez-moi d'abord, mon cher ami, de l'organisation de cette 9e édition. Quelle est réellement sa spécificité et pourquoi est-ce que la presse, depuis quelques jours, parle du Festival international du film d'Alger, mais rarement de l'engagement? Qu'est-ce que l'engagement aujourd'hui, en 2018, Ahmed Bejaoui? Alors, ce festival, il a 9 ans. Et pendant de longues années, on nous a demandé, moi je suis le directeur artistique de ce festival, et Madame Yahi en est la commissaire, la déléguée générale. Et donc on nous a demandé pendant des années, surtout les journalistes, lorsqu'on faisait la conférence de presse pour présenter le programme, la question lancinante était, qu'est-ce que ça veut dire l'engagement? C'est quoi l'engagement? Politique, écologique, personnel. Je crois que maintenant on a un peu oublié le mur de Berlin, il y a tellement d'autres murs qui sont venus que... L'engagement, le désengagement, c'est quelque chose, ce sont des briques qui tombent comme ça. Donc, on a expliqué que l'engagement n'était pas forcément politique, qu'il était humain, que c'était l'humanisme, c'était les causes. Cette année, par exemple, 70% des films concernent de près ou de loin les migrants. Les gens qui traversent les frontières. C'est comme ça que des pays comme les États-Unis se sont faits. L'Afrique du Sud en partie, l'Australie, des continents. C'est une question également politique, avant toute chose, hein, géopolitique. Hein. Tout est politique, si vous voulez. La manière dont vous êtes assis est politique. Tout est politique, c'est vrai. Mais en même temps, c'est une toile de fond. Mais en réalité, il ne faut pas non plus donner aux politiques ce côté contraignant.
Puisque si vous parlez, par exemple, on a accueilli hier Reda Kateb qui a présenté un film Frères ennemis qui se déroule dans les banlieues en France sur la drogue, etc. Il me dit il vient de terminer un film sur les enfants autistes. Alors ça, c'est quelque chose d'un engagement. On a un film sur un condamné à mort noir américain, qui est dans le couloir des condamnés, qui se bat pour commuer sa peine. C'est un engagement. Il y a également Enrico Mattei et la révolution algérienne, bien sûr. Ça, c'est politique. C'est éminemment politique. Mais il était intéressant, après le film de Dino Risi que j'ai présenté il y a 40 ans à Télécidé Club, qu'un Algérien fasse un documentaire sur Enrico Mattei, avec un point de vue algérien. C'est intéressant de relire l'histoire d'une autre manière. Donc voilà, finalement, je crois que les journalistes ont compris que les causes humaines, l'humanisme, étaient au centre de cela. L'année dernière, on a passé un film sur Genève et la Palestine, etc., des choses comme ça. Et maintenant, c'est rentré dans les mœurs, et ils se contentent de dire film international d'Alger. Alors, parce que c'est le vrai intitulé. Tout à fait. J'ai eu du plaisir à faire une revue de presse bien avant le débat et la rencontre de ce soir. Et j'ai lu une interview de vous. Vous étiez également dans le questionnement de fond. Et vous disiez dans une interview, je vous cite, comment est-ce que les films sur la colonisation, leur message et leur portée durent jusqu'à nos jours? Oui, il s'agissait d'un film d'André Gazu, qui s'appelle Pacification en Algérie, qui a été fait en 2002. Et nous avons invité Gazu, il a montré une partie de ce film qui est long, et il a tenu une masterclass. Et on a invité des étudiants et des professionnels, il y avait beaucoup de monde. Et la problématique, j'ai animé cette masterclass, et la problématique c'était comment, à chaque époque, comment parler de cet événement majeur qu'a été notre guerre de libération, mais de manière différente. Lui, il en a parlé de manière à l'intérieur des Français, parce que lui était déserteur, et il est revenu 40 ans après pour réfléchir avec des archives, avec des interviews, une centaine d'interviews, c'est une œuvre magistrale. Comment un jeune, par exemple, aujourd'hui, s'il avait envie de parler de la Révolution, sous quel angle il en parlerait? Donc il y a mille et une façons de le faire. C'est pour ça que moi, je pense que... j'ouvre une petite parenthèse, je dis que sur notre histoire, le cinéma n'écrit pas l'histoire. Le cinéma témoigne de l'histoire. Et à ce propos, à ce titre-là, cet égard, on peut laisser tout le monde, on peut permettre à tout le monde d'avoir ce point de vue sur l'histoire. Vous avez une vision, comme le cinéma français, il y a des gens qui ont une vision sur Napoléon, il y en a 17 visions sur Napoléon. Minimum. C'est pas une centaine. Donc je ne vois pas pourquoi, dès que quelqu'un regarde l'histoire d'une manière un peu particulière, il n'écrit pas l'histoire, il donne un angle de point de vue. Alors il faut laisser les gens travailler et arrêter avec la censure. Mais Ahmed Bejaoui, est-ce qu'on ne serait pas aujourd'hui, bientôt 2019, encore aujourd'hui prisonnier de cette histoire coloniale, de cette mémoire coloniale? Mais vous savez, d'une certaine manière, les Français ont été longtemps prisonniers de cela. La preuve, c'est que la bataille d'Alger n'est sortie qu'en 1974, et encore parce qu'il était sorti censuré dans tous les par Universal, réseaux en France. Et ils n'ont pas osé interdire un film distribué par une société américaine. C'est comme ça qu'il est sorti, sinon il ne serait jamais sorti. Donc ils ont mis du temps à digérer leur histoire. Bon, une partie de la France a dirigé l'histoire, une autre partie reste dans l'ombre, encore à ressasser les choses. Mais nous avions bien digéré au début, je trouve, dans les premières décennies. J'en parle un peu dans ce livre, L'Âge d'Or. L'Âge d'Or, pour moi, c'est aussi cette liberté qu'on avait. Hassan Thérault, par exemple. Hassan Thérault, on rigole sur quelqu'un qui a peur, et parce qu'on l'a arrêté, il a un secret, on le traite de terroriste, et lui, il n'a rien de terroriste, et on rigole. Est-ce qu'on pourrait rigoler aujourd'hui ? Certainement pas. Il y a des questions qui ont été abordées à l'époque qui peuvent malheureusement pas l'être aujourd'hui. On s'est enfermé dans une vision d'un révolutionnaire homme de marbre, et qui, le marbre, quand il se fissure, il se... Alors, ce qui est également extraordinaire, avant d'aborder votre ouvrage, Ahmed Bejaoui, le cinéma à son âge d'or, 50 ans d'écriture au service du 7e art, je le rappelle, c'est chez Shihab Éditions, c'est sorti, et c'est l'une des meilleures ventes au festival, plutôt que dis-je, oui, c'est un festival du livre, au Salon international du livre. Alors, faut-il également rappeler à nos téléspectateurs que cette 9e édition du festival international du film d'Alger, ou le film d'engagement, ou le cinéma engagé, eh bien, on a eu l'opportunité, la chance de voir des films sortis en avant-première en Algérie, bien avant l'international. Mais
par la même occasion, rendre hommage à ce cinéma dont on ne parle jamais, c'est le cinéma tchadien. Ah oui, ah oui. Bon, c'est vrai que la plupart des films, la grande majorité des films sont sortis entre octobre et décembre, on est en décembre, vraiment 2018. tout récent. Des films quelquefois qui sont sortis nulle part, qu'on a sortis de la table de montage. On en a un qui est en train d'être, le DCP est sorti cet après-midi, tout frais. Ça veut dire qu'il était en fabrication, des films algériens nouveaux qu'on a fait connaître. Le droit chemin au Kachatouta qui passe tout à l'heure, mais également le film de Yaïch, qui est un très joli film et qui a été... La Voix des Anges. La Voix des Anges, magnifique, et qui est tout nouveau, que personne n'a vu. Donc on a vu ça sur les tables de montage. On veut avoir vraiment les choses qui sortent du four, comme ça, toutes fraîches. Et même sur les films internationaux, on a Frères ennemis de Holofen qui est sorti, qui est à l'affiche à Paris actuellement. Ouais. La même chose pour Le flic de Belleville, etc. Et d'autres films également, de par le monde, brésiliens, etc. Et tout ça gratuitement. Tout nouveau. Et tout ça gratuitement. Et tout ça gratuitement. En présence des réalisateurs. C'est-à-dire que nous négocions la gratuité des droits, nous invitons des gens. Nous disons, nous essayons de ne pas payer les droits parce que nous ne faisons pas payer l'entrée aux spectateurs. C'est un festival engagé et le premier des engagements, c'est d'ouvrir les portes et de ne pas faire de distinction parmi les spectateurs. Très brièvement, si vous le permettez, parlez-moi de ce réalisateur qui m'a réellement interpellé. Donc, je le rappelle, Sahraoui, à savoir Mohamed Salah Haroun. Tchadien. Il va clôturer le festival, il va être là. C'est d'une beauté, d'une sensibilité. Une saison en France, c'est sur les migrants. C'est quelqu'un qui demande un droit d'asile. Et qui finit tragiquement parce qu'on lui refuse. Alors, au début du film, on se dit, c'est peut-être un hymne à un pays qui accueille les migrants. Mais en fin de compte, ça se termine tellement tragiquement que, mon Dieu, c'est... on ne raconte jamais la fin dans cette émission. Non, on ne raconte pas. Vous l'avez certainement oublié. Mais Mohamed Haroun a été ministre l'année dernière de la culture au Tchad. Il a démissionné parce que c'est pas son truc. Il a accepté de venir. Il a eu un grand prix dans des festivals internationaux. C'est vraiment un grand monsieur. Et donc nous sommes honorés d'avoir ce monsieur comme invité d'honneur. Et dans votre ouvrage, il est question de cinéma de femmes et femmes dans le cinéma. On ne pouvait pas refermer, ou du moins, avant de passer à autre chose, également rendre hommage à une autre réalisatrice présente ici, donc à cette 9e édition du Festival international du film d'Alger, à savoir Najat Ahmed Abdeslam, qui est une réfugiée en Espagne en ce moment et qui elle aborde également ces questions très sensibles de l'immigration et de la liberté de la presse. Oui, bidon haouia, c'est-à-dire sans identité, des gens à qui on refuse une identité, qui sont... il y a toute une fantasmagorie sur le juif errant. Et bien aujourd'hui, ce sont les Palestiniens, ce sont les Sahraouis qui sont les juifs errants. Et donc l'humanité tourne le dos à ses valeurs, à des choses pour lesquelles elle s'est battue. Alors, le cinéma, son âge d'or, 50 ans d'écriture au service du 7e art. Ne vous avais-je pas dit, annoncé et promis des actualités plurielles pour ce plateau, encore une fois une émission polyphonique. Alors, Ahmed Bejaoui, vous dites dès les premières pages, certes le public algérien m'identifie en priorité aux émissions que je produisais et animais pour l'unique chaîne de télévision qui existait à mes débuts, c'était le siècle passé, faut-il vous le rappeler. Mais avant de présenter ma première émission en décembre 1969, j'avais déjà cumulé une dizaine d'années d'activité dans le cinéma, d'abord comme animateur de ciné-club, puis de critique dans la presse écrite. Alors vous dites un peu plus tard, parce qu'il faudrait que nous avancions un petit peu, et comme je vous le disais, on ne raconte pas tout dans cette émission. Alors, quelques jours après la fin de mes études, j'intégrais l'équipe de la toute jeune cinémathèque algérienne fondée l'année précédente par Mahidine Moussaoui et Ahmed Houssine. Et lors de mes 2 premières années, j'ai surtout cherché à me rendre utile en animant les débats, mais aussi en prenant en charge la communication. Et je pense sincèrement, c'est ce qui vous a conditionné et conduit sur les plateaux de télévision en 1969. On est présenté cette mythique émission qui s'appelle Télé Ciné Club. Eh oui, parce que j'étais... D'abord, la première chose, c'est qu'on m'a demandé... Il y avait Guy Henbel qui signait sous le nom de Halim Chergui, et c'était Mohamed Sadiq Ben Yahya, qui m'a dit, il est temps, toi tu as fait l'IDEC, tu es sorti de l'IDEC, alors il faut que vous vous rendiez utile. Il faut algérianiser la critique. Donc j'étais le premier à écrire des articles de cinéma en tant qu'Algérien, et j'ai signé à Redacosim, parce qu'à l'époque, c'était l'époque des cumulards. On n'aimait pas les cumulards. Et on les aime toujours pas au passage.
passage. Le monsieur qui était là, qui était Mohamed Laïd Bourgda, qui était au Moudjahid, directeur de Moudjahid, il est devenu directeur de la radio. Et quand il est passé à la radio, il m'a dit pourquoi tu ne ferais pas une émission à la radio? Donc j'ai fait une émission à la radio avec Slébriade pendant 2 ans. J'ai commencé à la radio. Et ensuite, de la radio, il y a eu Rezo qui m'avait envoyé à l'IDEC, qui me dit écoute, on a une émission sur le cinéma, pourquoi tu ne viendrais pas faire une émission sur le cinéma? Ça a duré 20 ans. Voilà. Alors, c'est arrêté. Courte, hein. Donc après les événements d'octobre 88, tout s'est arrêté. Hein, parce qu'il y avait des choses que vous ne pouviez plus dire. Il y avait une forme d'autocensure. Pour vous dire la vérité. Voilà, ne nous cachez pas tout. Allez, ça ne sortira pas d'Algérie. On va déballer là. On va déballer. J'étais programmé le 12 octobre 1988 pour reprendre l'émission, puisqu'elle était à sa 19e année. On abordait la 20e saison. Pour reprendre les trucs des séries de télévision, la 20e saison. Et là arrive le 5 octobre. Et puis, de ma fenêtre, moi je me souviens, j'étais à l'époque conseiller de monsieur Bseyh pour le cinéma. Je vois de ma fenêtre des mitrailleuses qui tiraient sur des jeunes. Et je ne suis pas venu à cette émission. Et je me suis dit, le cinéma est dans la rue, moi je ne peux plus parler de cinéma. C'est comme ça que ça s'est arrêté. Et la programmation des films dans les salles obéissait à des règles très strictes. Imaginez le Grand Alger avec ses 50 salles de cinéma, dont une douzaine programmaient des films en première vision, c'est-à-dire en exclusivité. Les salles étaient spécialisées en fonction du public qui les fréquentait et que les programmateurs connaissent parfaitement. Cela concernait les grands films commerciaux américains, mais aussi les films français, européens ou encore égyptiens ou indiens, qui, dois-je le préciser, étaient importés par des distributeurs privés. Ces derniers allaient des grandes compagnies américaines, les Paramount, MGM, qui avaient pignon sur Rudi Douche-Morad aux sociétés françaises ou indiennes, à l'exemple de la famille Chandy Marni, Chandy Ramani. Voilà, exactement ça. Les films importés par cette dernière rencontraient un énorme succès populaire. Et là, vous nous parlez d'un temps que les jeunes de 20 ans ne connaîtront jamais. Vous savez, j'essaye dans ce livre de dire comment nous avons hérité d'un cinéma où il y avait des métiers, chacun connaissait son métier. D'ailleurs, entre parenthèses, autre anecdote de révélation, Madame Boumedienne était la fille de Mansali, qui était un distributeur de cinéma qui a été nationalisé à ses dépens. Elle est allée voir le président, elle a demandé audience pour intercéder. Il a gardé la fille, mais il n'a pas rendu le cinéma. Il l'a épousée, mais pas rendu le cinéma de son papa. Voilà, donc, si vous voulez, je parle... Pour moi, l'âge d'or, c'est pas vraiment les films, simplement. C'est ces petites gens qui savaient faire, qui savaient importer les films, qui savaient les distribuer. On a fait croire que c'était le colonialisme, mais non, il s'appelait Louni, il s'appelait Chandy Ramani, il s'appelait Mansali, c'était Ouled Moussa, tous ces gens-là, Mahid Moussaoui, c'était Abdelrazak Moussaoui plutôt, c'était des gens qui avaient des boîtes de production, les propriétaires de salles. Certes, les murs appartenaient à des Européens, mais ceux qui animaient les salles, qui les dirigeaient, c'était des Algériens. Et ceux-là, à l'indépendance, on leur a enlevé les salles pour les donner aux communes, et on ne sait plus aujourd'hui comment reprendre les choses. L'âge d'or, c'est pour moi, en fait, c'est dans ces années 60 qu'on a pris les plus mauvaises décisions et qu'on a tué le cinéma. C'est la raison pour laquelle vous parliez ici même il y a quelques années de la mort programmée du cinéma algérien. Mais elle a été programmée dans ces mesures. On nationalise une boulangerie, on nationalise un petit cinéma. C'est quoi ça? C'est comme ça qu'on a créé cette espèce de démantèlement. J'adore. C'est le démantèlement. Le livre de Boudjedra, le démantèlement, où il raconte en filigrane, comme ça, il raconte avec beaucoup de finesse ce démantèlement d'un pays, d'une structure, de la charpente d'un pays. C'est comme ça. Il y a un passage que j'apprécie également dans votre ouvrage, Le cinéma à son âge d'or. Je le rappelle encore une fois, l'ouvrage qu'on est venu vous offrir, du moins en première partie d'émission ce soir, de Ahmed Bejaoui, quand vous aussi luttez contre toute forme de, d'imposture dans le milieu de la culture. Et ça ne manque pas dans ce milieu-là, vous le savez aussi bien que moi. Alors, vous écrivez par exemple, comment peut-on se proclamer critique de cinéma dans une situation d'absence totale des salles pour accueillir les publics? La plupart des films qui sont produits actuellement ne verront jamais un spectateur payé au guichet pour les voir. Vous remarquerez que quand on est venu me dire comment on vous présente, ils ont mis critique, je dis enlevez critique. Je veux critique. Quand il y avait un public qui allait dans les salles, qui payait,
je représentais ce public. J'étais un intermédiaire, je ne représentais pas. Je suis un go-between. Ça veut dire que je parlais à ce public de films et je parlais des goûts de ce public à des gens pour faire les films qu'ils avaient envie de voir. Mais aujourd'hui, l'entre-deux un peu. Comment vous pouvez dire je suis critique de quoi? Donc je parle du statut du critique et de la critique dans ce livre. Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent être critiques de cinéma, d'autres critiques littéraires, d'autres de philosophie, que sais-je encore. Mais mon ami Tazaout sait très bien que les films, par exemple, qui sortent en avant-première, ils sont vus par la même mailing list. 700 personnes qui reçoivent des invitations, c'est les mêmes. Donc on peut dire que tous les films algériens sont vus par 700 personnes. Alors que quand j'ai mis une image dans ce livre, enfin une image pas réelle, mais j'ai parlé de ce film Les vacances de l'inspecteur Tahar qui a fait 2 200 000 entrées. À ce jour, la meilleure fréquentation de films algériens. 2 200 000. Oui, mais tout le monde payait son ticket. Hein. Oui, on n'imagine pas. Et il y avait un organisme qui comptabilisait le nombre d'entrées. Et voilà. Et puis, si nous parlions, encore 2 questions à vous poser avant d'aborder d'autres questions, n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez intervenir en posant vos questions à tous nos invités sur cultureclub@1tv.dz. Alors, il était une fois la revue des 2 écrans, Ahmed Bejaoui, ça doit certainement vous rappeler des souvenirs. La revue à 5 ans, quel défi! Lorsque le projet avait été envisagé vers la fin de 1977, combien d'autres projets avortés n'avions-nous pas en tête? Grand point d'interrogation. Combien croyaient vraiment à la réussite de cette tentative qui lui donnait plus d'1 an? Pour beaucoup, c'était un acte de plus dans la série des velléités pour lesquelles se singularisaient des gens du cinéma. Et puis, le miracle s'accomplit. Eh oui. Et il n'a pas vraiment duré, ce miracle-là. 5 ans quand même. 5 ans. 5 ans. Il a été interrompu avec l'aventure de... parce que ça a démarré, c'était Abdoubé qui a été appelé par Abdelrahman Larouati pour être le rédacteur en chef. Moi, j'étais dans le comité de rédaction et j'ai collaboré à cette revue très souvent, autant que je pouvais parce que je dirigeais la production à l'époque. Mais lorsque Abdelrahman Larouati a été dégommé parce qu'il voulait il voulait lancer une 2e chaîne, qu'on a arrêté ce projet. En même temps, s'est arrêté la revue, s'est arrêté la production, s'est arrêté beaucoup de choses. Et la RTA a été dissoute, a été démantelée. On revient au démantèlement. En 4 morceaux, dont un morceau a disparu par la suite. Hein, la production. La production, c'était juste un passage pour faire semblant, puis la MP a été dissoute. Et voilà, quoi. Et donc après, on a des souvenirs, on a une nostalgie, on a des choses comme ça. En tout cas, vous n'êtes pas du tout passéiste, hein. On ne le sent pas du tout, ni dans votre, discours, ni dans votre approche. Mais en tout cas, vous luttez contre l'oubli, contre l'amnésie ambiante. Et ça, c'est une chose extraordinaire dans cet ouvrage, Ahmed Bejaoui. On ne peut pas refermer votre ouvrage sans aborder 2 questions. Le cinéma de femme et la femme dans le cinéma bien sûr, et la littérature, même si à un moment donné, nous parlions, certains disaient sur ce même plateau qu'il y avait une crise de scénario terrible, alors que la littérature a toujours, dialogué d'une façon assez intime. Mais encore faut-il lire. D'accord. Avec le cinéma. Evlan pour Ahmed Bejaoui. N'oubliez pas question-réaction, cultureclub@1tv.dz. Alors, quand on parle de cinéma, de femmes et femmes au cinéma, il y a un point qui revient très souvent dans la mémoire et dans l'histoire du cinéma et de l'apport de la femme et de la présence de la femme qui est passée qui était un objet qui est devenu sujet après, bien sûr. C'est Barberousse, mes sœurs. Ah oui. Oui, Barberousse. Alors, je voudrais dire d'abord que une partie de ce dossier sur femmes et cinéma, c'est d'abord le cinéma par le regard des hommes. Un cinéma féministe ou masculin. Pendant longtemps, ce sont des hommes qui ont été des féministes. Bouhammari, Mazif, Khchouir, etc. Très bien. Au théâtre, à un moment donné, ce sont les hommes qui jouaient le rôle des femmes. C'est ce que vous dites également dans votre ouvrage Abdelkrim Tazarout. Et moi, j'étais très fier d'avoir été celui qui a produit la première femme qui a fait un long métrage en Algérie et en même temps, de manière concomitante,
en dehors de l'Égypte, la première femme arabe à faire, dans le monde arabe à faire un film, c'est Assia Djebbar. J'ai produit donc La Nouba des femmes du Mont Chénois en 1976. C'est le premier film algérien tourné par une femme. La première femme qui dit, ben, écoutez, on est quand même mieux placés, nous les femmes, pour parler des femmes. Et ensuite, je raconte la montée du cinéma féminin. Et enfin, ce qui permet à ce moment-là... Ça a été la croix et la bannière réellement à toutes ces femmes de faire leur film. Très difficile. Et ces mêmes critiques-là ont été d'une critique terrible à l'encontre d'Assia Djebbar. Assia Djebbar a subi les pires vexations. Elle a fait 2 films. Lorsque cette aventure de la RTA s'est terminée, la deuxième chaîne a été arrêtée, comment il s'appelle, les 2 écrans ont été arrêtés, mais elle n'a pas jamais pu faire des films. Elle a toujours voulu faire des films, elle n'a jamais pu faire un autre film. Donc c'est quelque chose qui s'est arrêté. À un moment donné, c'était 84, 85, on est passé à autre chose. Et voilà, tout ça, bien sûr, est raconté à travers votre ouvrage Ahmed Bejaoui. Puis, on va revenir sur le rapport très étroit entre le cinéma et la littérature. Impossible, encore une fois, de faire abstraction de l'un des pères fondateurs de la littérature algérienne, à savoir Mohamed Dib. Bien sûr, quand on parle de Mohamed Dib, on parle bien sûr de sa trilogie qui a été adaptée au cinéma, mais d'une façon extraordinairement belle. Par la télévision. La télévision, exactement. Par un réalisateur et pas des moindres, bien sûr. Mustapha Badir. Alors, il a été adapté en cinéma, parce qu'on dit, oui, Téléas, je ne sais pourquoi. Il a été fait en 16 mm, développé dans un laboratoire de la télé qui existait, alors que le secteur cinéma n'avait pas de laboratoire. Et le miracle de cette adaptation, c'est qu'elle n'en est pas. Ça veut dire qu'ils ont lu la trilogie, ils ont adapté surtout l'incendie. Le métier à tisser et la grande maison. Voilà. Mais surtout l'incendie. Ça s'appelle Hariq. Hariq, exactement. Et finalement, avec l'éternel grand talentueux. De vouloir dire, bon, un film c'est 1h30, 1h30, 2h moins le quart. Vous éliminez quoi? Je me souviens, dans le secret des choses, il n'est pas dans le générique, mais il y avait Hamid Benedouga pour le dialogue en arabe, l'adaptation en arabe. Il a fait beaucoup pour ce film. Il n'a pas été cité par le générique. On n'oubliera jamais le vent du Sud, bien sûr. J'étais là. Et donc, oui, c'est un grand monsieur. C'était un grand monsieur. Tout à fait. Vraiment, j'ai une admiration pour un grand amoureux de littérature. Et un homme qui ne demandait aucune reconnaissance. Qui était directeur il était de la SNED. Oui, il était directeur de la SNED. Donc, ils se sont dit, plutôt que de adapter, c'est trahir. Vous enlevez quelque chose, ils ont tout pris. Ils ont fait 11 heures. Ils ont fait 11 heures, et finalement, on s'aperçoit que Toudib, il y a des échos de cinéma. Tout est visuel, tout est à photographier. Il n'y avait rien à éliminer. Ce qui est malheureux, c'est que cet homme qui a fait plus de 30 romans n'ait jamais été adapté dans le cinéma. La trilogie nordique, on l'oublie, on n'en connaît même pas l'existence en Algérie, malheureusement. Ça, les africains. Entre autres. On n'a jamais essayé. Le café, c'est une idée magnifique de livre. Donc il n'y a pas que lui, même Kateb Yassine, c'est que maintenant qu'on voit des tentatives d'adapter Nejma, où le cadavre encerclé est très difficile à adapter, évidemment. Mais on a ignoré toute cette création littéraire. Benedouga, Tahar Ouattar était très proche des cinéastes. Lui, il a écrit des scénarios, dont le Noua, par exemple, c'est lui qui a écrit les scénarios. Et chaque fois qu'on voit un auteur comme Mamri, comme lui, derrière vous les citez dans votre ouvrage, oui, bien sûr. On voit un bon film, comme par hasard. Alors que des cinéastes s'entêtent à vouloir écrire des scénarios originaux. Et bien, il n'y a pas ce regard extérieur qui permet au réalisateur de corriger le texte ou de l'adapter. Il est son propre produit, donc il ne peut pas en voir les défauts ni les vicissitudes. Et vous avez presque une déclaration d'amour pour un personnage qui est très cher à nos cœurs, nous Algériens, Maghrébins, Africains et citoyens du monde, c'est Hassan El-Hassani, à qui vous rendez hommage également dans votre ouvrage, je le rappelle, le cinéma à son âge d'or. Et vous dites, avant même de rencontrer Hassan El-Hassani, je ressentais une immense admiration pour l'acteur. Nous étions dans les premières années qui ont suivi l'indépendance
indépendance, et l'étudiant en cinéma que j'étais rêvait de travailler avec celui qu'on appelait Si Hassan, par respect pour son art, mais aussi pour son engagement total dans la lutte de libération. Après mon retour au pays, je suis souvent allé le voir sur les planches du Théâtre National, qui n'était pas loin de la Cinémathèque où je travaillais alors. Si Hassan est sans doute perçu par la majorité des Algériens comme un grand comédien de cinéma et de la télévision, c'est vrai, mais surtout parce que grâce aux rediffusions, l'image de cet immense homme de culture est restée vivante jusqu'à aujourd'hui, Ahmed Bejaoui dans nos cœurs, jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, Hassan Hassani... Et du coup, je vous sens un peu ému. Oui, je suis ému parce que j'ai travaillé avec... J'ai eu la chance, lorsque j'ai produit un film et qu'il est rentré dans mon bureau pour signer son contrat la première fois, j'étais ému, j'étais comme un enfant. Je me disais, mais c'est un rêve, quoi, de voir Hassan Hassani. On l'a envoyé, parce que j'avais dit, il y a une quinzaine de comédiens, ne leur parlez pas d'argent. Vous les envoyez chez moi, parce que je veux pas... On les vexait. On leur disait, vous savez, l'idée répandue, c'était qu'un acteur ne devait pas toucher plus dans son cachet d'un film de 3 mois que le salaire mensuel du directeur général de la télévision. Ils trouvaient comment il va toucher plus que moi. Alors, je leur dis, ne leur parlez pas d'argent. Et Hassan Hassani est rentré chez moi, il y avait un contrat, je lui dis, signe ton contrat. Il m'a dit, mais il n'y a pas de somme. Je lui dis, mais c'est toi qui mets la somme. C'est toi qui mets la somme. Quel bel hommage à tous ces artistes. Moi, je ne sais pas quelle est ta valeur, ni quel est ton prix. Donc, je ne veux pas... Il a pleuré. Il était ému aux larmes parce que personne n'a jamais lui a dit je ne sais pas quel argent, de quelle banque je vais sortir cet argent pour te payer la valeur que tu as. Parce que pour moi, c'était un demi-dieu, quoi. C'était quand même... comment voulez-vous que j'estime 50 000 dinars ou 100 000 dinars ou 10 millions de dinars ou 100 millions de dinars? C'est pas possible. Et il n'a pas voulu écrire Vous nous avez apporté énormément de bonheur et d'émotion, je tenais à vous le dire, et c'est très sincère, à travers cet ouvrage. Je vais vous lire, mais très brièvement. J'ai comme l'impression que vous avez fait le chemin à l'envers. Oui, j'ai rebobiné la pellicule. C'était l'un des premiers ouvrages qui devait sortir, je pense. Hein. Oui, mais et là, vous avez fait on me demandait de faire des choses de recherche comme Guerre et Cinéma, Guerre de Libération et Cinéma, etc., qui étaient de la recherche pure, et j'ai pas eu le temps de parler de mon feeling, de mes coups de cœur, etc. Je voulais juste terminer avec... j'ai choisi de faire 2 épilogues. Un pessimiste sur le cinéma, sur l'état du cinéma algérien, avec les salles fermées, etc. Et un autre, le premier s'appelle Où va le cinéma algérien, le deuxième s'appelle Vive le Sidoche. En disant, je vois dans les yeux des Algériens un amour infini pour le cinéma. Et ça ne mourra jamais. Double actualité, le Festival international du film engagé, je le rappelle encore une fois, et puis l'actualité de notre premier invité, qu'on pourrait écouter pendant des heures, me dit le réalisateur, le cinéma à son âge d'or, 50 ans d'écriture au service du 7e art. C'est l'une des meilleures... Oui, vous étiez bien jeune là, on ne va pas vous demander votre âge. Des meilleures ventes lors du Salon international du livre, c'est chez Chihab, édition cultureclub@entv.dz. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci à vous de me... Ahmed Bejaoui. Triple actualité pour notre deuxième invité. Hein. D'abord, Jamal Alam de Osrou des Oyouyou des Anges. Je le rappelle encore une fois, préfacé par Bouhalfa Mazit. C'est aux éditions Anap Abdelkrim Tazarout. Également, donc, un autre ouvrage qui est sorti également lors du Salon international du livre, cinéma algérien, acteur, actrice sous les feux de la rampe. Il y a, comment dire, un écho permanent entre les deux ouvrages, parce qu'on ne peut pas non plus enfermer Jamal Alam que dans la chanson et dans la poésie. Il était pluriel, pratiquement insaisissable, et c'est ce que vous dites de la première à la dernière page de votre ouvrage, Abdelkrim Tazarout. Hein. Une longue lettre d'amour, pratiquement, à cet ami, comment dire, de lutte, un combat permanent. Cette Algérie post-indépendante et des années 60. Ce sont les années 60. Les années 60, ce sont les années de... Où l'Algérie était la mecque de toutes les révolutions. Hein. D'abord, la nouvelle vague. L'Algérie était la mecque des révolutions. Puis c'était les années 60, on a les meilleurs sons, les meilleurs de la musique. On a les Rolling Stones, les Beatles, puis on a eu les Queen, on a eu Eagles. Oui, pour les Beatles, vous avez assisté récemment à un concert de l'un des 4 garçons dans le vent, à savoir Paul McCartney, qui était à Paris. Oui. Lorsque je vous ai appelé, vous dites, je ne peux pas rater cet événement. Ça ne se rate pas. Un jeune homme de 76 ans qui tient 3 heures. Décalez notre rendez-vous d'une semaine, Karim Amitié, et je serai sur votre plateau. Absolument. Voilà, c'est ce que vous me dites. Grâce à ma fille, j'ai pu voir Paul McCartney sur scène. C'est incroyable.
Et c'est ça la magie des artistes. Moi, j'ai vu, comme ça pour faire... j'ai vu Grouabi malade, dans une fête privée. À qui vous avez également rendu hommage dans cet ouvrage. Il était malade, donc d'autres chanteurs interprétaient leurs chansons. Et au moment où il était invité à chanter, c'est incroyable. On aurait dit que son visage s'est illuminé, on aurait dit une autre personne. Quand il a pris le oud, il a commencé à chanter, il a retrouvé sa santé, il a retrouvé la forme. Et quand je voyais McCartney, 76 ans, sauter et tenir 3 heures, chanter, ne pas perdre une note, malgré l'émotion, quand il a chanté une chanson en hommage à John et une autre en hommage à George Harrison. Mais le style de vie de nos artistes et celle n'est pas le même, vous savez aussi bien que moi. Pas du tout la même. Et lui, il a vécu un peu dans ce milieu, cette bulle musicale. Il a d'abord entendu ce que chantaient les soldats à l'époque coloniale. Il a écouté les femmes chanter du côté de Sidi Issa, qui chantait avec du bendir. Il a entendu les chanteurs Shabi de Béjaïa. Il a fait l'Andalou, il a fait ses premières classes chez Cheikh Sadek de l'Andalou. Et puis il s'est imprégné de la chanson texte, donc de Brel, de Brassens, de Moussaki. Qu'il a rencontré un peu plus tard, lorsqu'il a été ils sont devenus amis. Du gymnase à Paris. Oui, ils sont devenus amis. Il est devenu ami avec... Surtout de Jacques Higelin. Jacques Higelin, pas uniquement Jacques Non, Jacques Higelin lui demandait presque conseil lorsqu'il écrivait des chansons. Oui, il a été aussi percussionniste de Lavilliers. Tout à fait. Ah oui. Oui. Et lui, quand il a créé son premier groupe musical, il était bassiste. Donc, en plus, c'est quelqu'un qui adore jouer à la percussion. Non, mais on est presque dans le roman d'une vie. On est réellement dans l'intimité. C'est cette aventure humaine que vous nous demandez, enfin que vous nous invitez à lire dans cet ouvrage. Je le rappelle, de Jamal Allam, de Orslo à Oyoyo des Anges, qui était son dernier album. Oui. Il était même sur ce plateau. On avait passé un petit extrait il y a quelques. Vous avez vu l'émission, donc justement avec ses amis. J'ai adoré cette émission. Tout à fait, avec ses amis. Al-Skil Harbi entre autres. Oui. Où il parlait de départ pratiquement. De yo-yo, quand il disait, en ces termes-là, dans nos traditions, en Kabylie, disait-il, lorsque quelqu'un mourait, on l'accompagnait au cimetière avec des yo-yo. Ben, c'était réellement ça, le titre n'est pas fortuit lorsque vous le racontez. Non. Et quel hommage vous rendez, entre autres, parce que je parlais d'approche humaine, lorsque vous parliez de sa mère qui était dans l'obligation de vendre 1 louis d'or pour qu'elle puisse justement lui acheter son billet de départ. Et il disait à un moment donné, dans un de ses textes, le jour où tu remarqueras qu'un bijou manque à ta mère, tu comprendras qu'elle a été t'acheter un billet de bateau. Le jour où tu verras le bateau traverser les entrailles de la mer, un vent de tristesse et d'encens qui te donnera la chance et la paix. Et il a tout fait, donc justement, pour un jour ou l'autre, racheter ce bijou à sa mère. 10 ans après, il a racheté le bijou. Oui. Mais on est réellement dans l'intimité. C'est vrai, mais le répertoire de Jamal Allam, c'est sa vie. Ses chansons sont autobiographiques. Et à mon avis, le meilleur hommage qui a été rendu, c'est le cinéaste Abdelrahman Bouguermouh qui lui a dit: tes chansons, ce sont des courts-métrages fiction. Mais c'est vrai. Vous prenez la chanson Ergou, il parle de cette anecdote de la maman qui donne un peu un aperçu de ce qu'était l'Algérie. Aujourd'hui, on réserve, on achète un billet. Avant, il fallait avoir vraiment les moyens. Il est allé s'inscrire pour le chômage. Et lui, il a été donc accepté. Mais il fallait payer le billet. Et quand on dit le billet d'avion, c'était la soute, hein, c'était pas des chambres. Donc, le billet de bateau, tu veux dire. Le billet de bateau, bien sûr. Donc, ça ne s'oublie pas. Dans la cale. Dans la cale, oui, dans la cale. Il y a 2 grands acteurs de la scène culturelle des années 60 et 70 qui n'étaient pas du tout tendres avec lui lorsqu'il chantait à Moriti, à savoir donc Kateb Yassine et Mohamed Issiham, parce qu'il reprenait les grands textes. Moi, j'adore ce moment. Oui, mais à un moment donné, Issiham, comme tout le monde le connaît, terrible, un monstre sacré, mais terrible. Il s'est levé, il lui a dit: arrête de chanter, tu nous fais honte, tu devrais chanter dans ta langue maternelle. Il a tellement été touché, il en a presque pleuré. Il est rentré chez lui tard le soir, dans une chambre, et c'est comme ça qu'il a écrit son premier texte. Arrête de chanter Petit Camp,
chante dans ta langue, plutôt petit camp. Ça l'a ébranlé. À chaque fois que je le vois, il me raconte ça. Il a été touché. Il a terminé, en professionnel, il a terminé, il a chopé du Brassens. Gori, j'imagine, en train de chanter Gori. Et ça l'a travaillé, et il s'est mis, ça a duré 1 heure, il a répété, il a gardé ça, et le lendemain, toujours, il s'arrête en face avec Kateb Yassine. Vous imaginez avoir en face Kateb. Et il chante au Rousselo. Il commence, on le laisse chanter, applaudissements, et le public lui redemande de la chanter. Il a dû la chanter 10 de fois. Il a chanté ça 10 de fois. Ça a été donc. Il est né à Moriti. Il est né à Moriti. Ouais. Jamal Alam, chanteur, est né à Moriti. Et cette aventure, bon, il y a eu des échos. Idir est venu le voir. Idir, c'était Chariet, Hamid Chariet. À l'époque, c'était Hamid Chariet. Il est venu le voir avec moi, Ben Mohamed, le parolier. Il lui a dit, écoute, j'ai une chanson. J'aimerais bien que tu la chantes. Pourquoi je vais la chanter? Il dit, écoute, tu es connu. Il dit, d'abord, fais-moi écouter la chanson. Et Idir la chante. Il chante la chanson Baba Inouva. Et à la fin, il lui dit, mais tu la chantes bien, tu devrais l'enregistrer. Il dit, non, j'aimerais que ce soit toi. C'était pas évident à l'époque d'être chanteur, parce que c'était pas accepté. Oui, tout à fait. Quand il a chanté, il l'a enregistré, c'est devenu Idir. Il lui dit, même si je veux la chanter, je ne pourrai jamais dire c'est-à-dire c'est un vers en grande kabylie qui est différent du kabyle bougiote. Et donc ce côté générosité de Jamal Alam, il aurait pu dire bon, c'est un concurrent potentiel, pourtant, je peux lui barrer la route. Non, il lui dit non, tu la chantes bien, tu joues bien. Il était dans le don et la transmission, c'est ce que j'ai eu à retenir lors de l'hommage qu'on lui avait rendu. Alors il y a comme une forme d'écho et de résonance entre le premier ouvrage d'Ahmed Bejaoui et le vôtre. Parce que quand vous parlez de ces années 60 et de ces années 70, vous les appelez les 70s, les années fastes. Vous écrivez, et là certainement ceux qui nous regardent, qui ont un peu plus de 40 ans aujourd'hui, doivent certainement s'en rappeler, vous écrivez à la page 58, « Ah, l'Algérie des années 70 est à marquer d'une pierre blanche. Partout dans le pays, les salles de cinéma diffusaient l'opium et le bâton d'Ahmed Rajdi, une adaptation du livre, bien sûr, éponyme de Mouloud Mamri. Et les Algériens pleuraient au final, le héros, allez, Moutouakaf, allez, meurt debout, dans une longue séquence où se distingue, bien sûr, le regretté Sid Ali Kouiret. Les salles de cinéma étaient fonctionnelles et les séances spéciales femmes faisaient salle comble. Puis, il y avait les vacances de l'inspecteur Tahran, film de Moussa Haddad avec le duo, le génie Abdelrahman, donc Haj Abdelrahman et Yahya Ben Mabrouk. Les aventures des deux comédiens en mission en Tunisie faisaient rire aux éclats les Algériens, même si aujourd'hui la censure est passée par là. Bon, la censure, vous en parlez justement, vous dites la censure ne sévissait pas, et des scènes osées étaient de mise dans ce film humoristique. La révolution agraire battait la mesure du volontariat que les étudiants d'une Algérie nouvelle expliquaient au Fellah. Nos campagnes chantaient la liberté et la révolution. Et Jamal Alam dépoussiéra, faut-il le dire, ce patrimoine-là. C'est vrai, c'est quelqu'un qui est venu avec une guitare. Il a fait quelques accords. Non mais arrêtez, vous avez le regard qui brille, vous allez nous faire pleurer là sur le plateau. C'est émouvant. C'est vrai que c'est une époque émouvante. Didouche Mourad, il y avait des terrasses. Les filles étaient en mini-jupe. Oui. Et l'Alem a fait un excellent... L'Alem, oui, il confirme, il a fait un excellent film documentaire qui s'appelle Elle. Elle parlait d'abord très bien français. Et puis, le hijab n'était pas dans notre décor. C'était le haïk, il y avait le haïk, il y avait des femmes qui étaient habillées, j'allais dire normalement. Et on allait, chacun... D'abord, on a connu le cinéma de quartier. Moi, j'habitais Saint-Eugène. On ne dépassait pas Square pour Saïd. C'était beaucoup plus tard qu'on a commencé à découvrir la cinémathèque. Et on allait spécialement jusqu'à Bellecour pour manger la garantita de Madame Ferrat. Parce qu'on avait à Bellecour. À Bellecour, oui. Parce qu'on avait les cartes de bus et ça nous permettait de voyager. C'était le cinéma italien après. Les Nino Manfredi, les Mastroianni et les belles italiennes. Et c'était Stefania Sandrini, c'était un peu tout ça. C'est vrai que vous avez un journaliste comme Ammar Farah, jusqu'à présent, il parle de cette époque. Oui. Jusqu'à présent, on passait des week-ends à Tipaza, ça ne dépassait pas 200 dinars.
On allait à les salaires Palma. n'étaient pas aussi importants non plus à l'époque. Hein. Les salaires n'étaient pas aussi importants à l'époque. Oui, mais c'était oui, mais ça nous permettait de manger chaque jour au resto. On allait à Palma avec un billet pour 300 dinars. Ouais. C'est tout. Mais il a connu tout ça, il a vécu tout ça. Jamal Allam, vous le racontez dans cet ouvrage tout ça. Chez Anap Édition. Et vous parliez de dons, d'ouvrir les portes à toute cette génération. Ouais. Tenez-vous bien, hein, à la page 72, vous nous le rappelez justement, Abdelkrim Tazarout. Vous dites, paradoxalement, c'est au firmament de sa carrière de chanteur que Jamal Allam décide de créer l'Agence des artistes algériens. En 1985, qui devait s'occuper des artistes, les produire, les promouvoir et les programmer pour des galas. Cela a duré jusqu'en octobre 88. Boudjema Karesh, son ami, a décelé cette caractéristique et de Jamel et le dira dans le documentaire Oiseau minéral de Philippe Etienne. Dès qu'il a un gros succès, Jamel passe à autre chose et ce depuis Maladurel. Je lui rends hommage parce que c'est un passionné de musique et de cinéma, mais pas seulement. Il aime le théâtre, les arts plastiques et surtout la littérature. Puis à un moment donné, dès les premières pages, vous nous invitez toujours dans une forme d'intimité mais très respectueuse de pénétrer, de rentrer dans son appartement, un appartement, arrêtez de me regarder comme ça parce que vous me donnez réellement, voilà, vous avez le regard qui brille et vous nous dites, j'ai l'impression qu'il est encore là quand vous rentrez, vous regardez tous ses livres, toutes ses revues et son chapeau et sa casquette accrochés à l'entrée de son studio. De son appartement. D'ailleurs, dans l'hommage qui a été rendu au 40e jour, c'est ce qui a été mis en exergue dans le décor très simple. On a mis un porte-manteau où il y a eu, c'était l'idée de Bazou, son complice musicien et arrangeur. Tout à fait. Et il a mis donc le chapeau et l'écharpe. Toujours l'écharpe, c'est toujours ça. La littérature, c'est quelqu'un qui lit énormément, beaucoup de livres, et qui ramène en plus et qui offre des livres. C'est rare. Des gens qui on vous offre du parfum ou du... Ah non, moi quand ils regardaient nos émissions, ils m'envoyaient toujours des mails en me disant « Garde-moi ces livres et t'as pas intérêt à me dire que j'en ai qu'un seul exemplaire. » Ça, je pouvais vous le dire. Hein. Et en plus, on lui offrait des livres dédicacés de nos auteurs. Ce qui était bien aussi, cette époque, il a mis entre parenthèses sa carrière de chanteur et il a ouvert avec Madame Zahira Yahi cette agence, les 3A, donc, qui voulait s'occuper Nous sommes en 1985. Des artistes. C'était l'époque aussi bénie du Festival de la musique, où on a reçu les meilleurs chanteurs africains. C'était l'Esplanade de Riyad Fès. On a eu des grands, Touré, les frères Touré Kunda, de Alpha Blondy. Savez-vous, vous me parlez d'un grand événement qui m'a marqué à vie, c'est l'organisation du premier festival de la jeunesse algérienne. Oui. Nous sommes en 1985 et cela s'est produit sur l'esplanade de Riyad El Feth. Absolument. Hein. Voilà, absolument. Les Touré Kunda, les Alpha Blondy, Brigadier Savary, ça on l'oubliera jamais. Vrai. Hein. C'est vrai. Ma femme était enceinte de 9 mois, elle était là jusqu'au dernier jour. Non, James n'a pas connu ça parce qu'il est né bien après. Hein. Et d'ailleurs, je suis né en 85. Ah voilà, très bien. Et quand mon fils est né en 85, on l'appelait Brigadier Savary parce que c'était la chanson en vogue d'Alpha Blondy, Brigadier. Quelle belle époque, comme dirait Jacques Lang, quelle belle époque. Et se mettre au service des chanteurs, des artistes, c'était une idée très généreuse. Malheureusement, 85-86, la chute du prix du pétrole, 88, avec tout ce qui s'est passé. Crise, oui. Donc ils étaient obligés d'arrêter l'agence, lui de repartir à zéro. À zéro. Parce qu'on l'avait presque oublié. Bien sûr. Presque oublié en France. Bien sûr. Oui. Tout à fait. 3 ans d'absence, il connaît la scène. 3 ans d'absence, on t'oublie. Oui, tout à fait vrai. Et il le disait sur ce plateau, lors de la présentation de son dernier roman, parce qu'il adorait les romans, de son dernier album, Le You des Anges, il me disait en ces termes-là, c'était sa dernière phrase pour vous dire qu'elle m'a marqué à vie. Il me disait, je suis contre toute forme de mépris, mais toute forme également de misère. La misère humaine m'interpelle et je serai toujours contre ça. Et ça est superbement bien résumé dans cet ouvrage, le deuxième, que nous sommes venus vous offrir aujourd'hui, donc de Olslo au You des Anges, Abdelkrim Tazarout, je le rappelle, préfacé par Boukhalifa Amazit, c'est aux éditions, je le rappelle... Qui est aussi son ami. Tout à fait. Ils ont fait des études... un grand amoureux, un spécialiste du cinéma aussi. Hein. Oui, voilà. Et de la musique, attention. Hein. Aussi, donc il est aussi pluriel. Et je ne pouvais pas vous laisser partir avant d'aborder
D'autres actualités, avec deux autres invités, cultureclub@untv.dz, cinéma algérien, acteurs, actrices sous les feux de la rampe. Je le rappelle toujours, fidèle à votre maison d'édition, donc Anapé, vous disiez, je tenais à rendre hommage à tous les acteurs et à toutes les actrices du cinéma algérien à travers ce modeste ouvrage. C'est la moindre des choses dans la mesure où être artiste est déjà un défi dans une société qui n'a pas intégré l'idée qu'être acteur ou actrice est une profession noble de l'art. Si cela est dur pour l'homme, c'est autrement plus complexe pour une femme. Pour preuve, il fut un temps où au théâtre, les rôles de femmes étaient, je le rappelle, campés par les hommes. Je vous parlais bien sûr de Bachtarzi, qui avait interprété le rôle de Aïcha Rajel. Il avait là nous sommes bien sûr à la fin des années 60, plutôt à la fin des années 50. Et vous dites par exemple, il y a eu une belle période où des acteurs et actrices étaient tellement passionnés de cinéma qu'ils ont dû abandonner pour l'exercer. Rachid Fares, Allah yarhamou, Hassan Qriqash, Nadia Qassi, Fatima Belhaj font partie de cette génération. Il y a peu de temps, des actrices qui ont campé le premier rôle dans les films Une fin pour mon fils, Ali Ranam, Rachida Diaby, Bachir Chouir, dont parle entre autres, bien sûr, votre acolyte, donc Ahmed Bejaoui. Il y a eu également la mélodie de l'amour de Jamal Fezez et Houria de Sid Ali Mazif ont toutes disparu des radars de l'art cinématographique. Ça m'a choqué. 4 donc, qui ont joué un premier rôle, 4 jeunes filles qui ont joué le premier rôle dans 4 films algériens ont disparu du cinéma. Elles ont fini par quitter le pays pour diverses raisons. Voilà, cinéma algérien, acteurs et actrices sous les feux de la rampe, c'est chez ANEP Édition. Nous allons aborder cette fois-ci une autre actualité. Vous voulez rajouter quelque chose? Très brièvement. Pour finir avec le cinéma, vous signalez l'exposition sur les affiches de cinéma qui s'ouvre au Palais de la Culture samedi prochain. Oui. 20 ans de 62 à 82, c'est justement cet âge d'or dont nous parlons tous les deux, dont je suis le commissaire avec mon ami Omar Mziani, et en hommage à Lies Mziani qui a disparu cette année. On a tenu à lui rendre hommage à travers cette exposition. Donc elle s'ouvre samedi. Au Palais de la Culture, et ça va se poursuivre tout le long du mois de janvier. Jusqu'au début janvier. Voilà, exactement. À la fin des vacances de janvier. Exactement. Question-réaction, cultureclub@untv.dz. Je vous le disais, elle a toujours été dans les questionnements intérieurs, les réflexions spirituelles, l'horizontalité, la quête de soi, et cela pratiquement dure depuis 25 ans. Anissa Aberkan, bonsoir. Bonsoir. On va revenir dans quelques instants. En plus, on va proposer à nos téléspectateurs quelques-unes de vos dernières créations. Je le rappelle encore une fois, une exposition qui s'appelle Zikr, encore une fois. Le Zikr pictural. Le Zikr pictural. La grande aventure, cette exposition n'a pas commencé hier ou avant-hier. Elle date d'il y a au moins une quinzaine d'années. Si mes souvenirs sont bons, si je ne dis pas de bêtises, à Berlin, vous aviez entre autres exposé une exposition qui représentait la Kaaba. Et c'est comme ça que vous avez été un peu dans la confrontation des idées et le dialogue interculturel, je le disais, au sommaire de l'émission, et surtout le dialogue interculturel aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, nous avons été dans le dialogue, comment dire, dans le dialogue culturel, mais pas dans le choc des cultures. Et malheureusement, aujourd'hui, nous subissons tout cela. C'est dans cette optique-là que vous avez organisé cette exposition au Centre culturel algérien. Exactement. Donc, c'est une aventure, comme tu viens de le dire, qui a démarré en 2007. C'était des tableaux qui étaient destinés à une exposition interculturelle entre l'Allemagne et l'Algérie. Et donc, il y avait 2 tableaux qui n'ont pas pu y aller parce qu'ils étaient trop grands de par leur taille. Donc, c'était 5, celui qui est dans le catalogue, et la Kaaba. Mais leur nom est venu bien après. Donc, à partir de là, en fait, c'est des tableaux qui se sont accumulés au fil du temps et au fil de mes recherches et au fil de mes lectures. Parce que, bien sûr, tu le sais que c'est un travail qui est autour des versets qui sont attraits à la science dans le Coran. Exactement. Donc, j'aborde en fait le côté intelligent de ce livre. Et donc, moi, en fait, pour revenir à ce qu'il disait notre ami Ahmed Bejaoui, c'est un travail de la mémoire. Et c'est pour ça qu'en fait, je l'ai appelé le Zikr pictural. Parce que j'appelle à faire des recherches comme moi-même je les ai faites. Parce qu'en fait, je ne suis pas théologienne, je ne suis pas mathématicienne et je ne suis pas scientifique. Je suis juste artiste plasticienne qui a fait des œuvres et qui les a lues au fur et à mesure
que je faisais mes recherches dans la science du Coran, entre autres sur la formule Basmala, le fameux 19, comment le Coran est codé mathématiquement avec le chiffre 19. Et qui revient souvent dans vos univers. Exactement. Et c'est c'est quand j'ai fait cette découverte, ça a été... une révélation, pratiquement. Une révélation. Ouais. D'autant plus que, bon, je ne sais pas si c'est en association, mais je suis née le 9-19. Et donc le 9-19 a un sens dans le Coran. Exactement. Puisque la 9e surah n'a pas la formule Bismillahirrahmanirrahim. On la retrouve dans la surah An-Naml, dans le verset 30. C'est-à-dire la 114e fois, Bismillahirrahmanirrahim. Il y a également cette surah Al-Hadid, Al-Hadid dont vous parliez. Et puis quand on parle d'émotion, à un moment donné, je pense que c'était en Allemagne, une femme qui s'est arrêtée devant un tableau et elle lisait donc la surah Al-Hadid, traduite bien sûr. Et elle vous disait que je suis très émue, parce qu'elle est agnostique, cette femme-là. Exactement. Et elle vous disait en ces termes-là, je suis interpellée par votre tableau pour une raison. Je suis agnostique, mais aujourd'hui je subis une maladie très grave. Voilà. Et on me traite avec le fer. Que sans le fer, elle serait morte depuis très longtemps. Exactement. Absolument. Donc il y avait, à travers vos univers, votre action, presque une forme d'apaisement. Absolument. Donc c'est ça en fait. Et elle m'a dit, je vais aller de ce pas faire ces recherches. Donc mon but, il est là. C'est juste d'aborder en fait cette religion qui aujourd'hui a un visage de terreur. Et Or que non, je pense que si on l'aborde sur le côté scientifique et intelligent, eh ben, il va naître une tolérance entre nous, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Entre autres, j'ai choisi aussi un verset qui est attrait à la tolérance, c'est-à-dire que personne ne peut forcer qui que ce soit à croire en quoi que ce soit. On a vraiment le libre arbitre. Il y a également, vous parliez à l'instant du chiffre 9, mais il y a également le chiffre 5 qu'on retrouve. C'est les 5 piliers, bien sûr, et le chiffre 7, également les 5 piliers de l'islam. Mais il y a vraiment, on ne peut pas, c'est comme le fer. Pour revenir au fer, justement, c'est d'où vient le fer. Et scientifiquement, ça a été prouvé par la NASA que le fer vient à partir d'explosions de grandes supernovas et que au fil du temps, sur plusieurs millions d'années, que c'est des particules qui sont descendues sur Terre. Ça, c'est pour le fer. Il y a cet or qui habite également toutes vos œuvres. Oui. Et j'ai comme l'impression qu'il y a presque une approche de Klimt. Oui, bon, il y a des inspirations de Klimt, il y a des inspirations de Gauguin, il y a des inspirations de Van Gogh aussi, et il y a des inspirations de l'impressionnisme, parce que bon, j'ai fait l'école des Beaux-Arts, l'école classique, donc j'ai fait beaucoup de figuratifs, et j'ai beaucoup étudié, et à un moment donné, j'étais vraiment dans le pointillisme, donc, et Klimt aussi a été une révélation par rapport à sa technique de peinture. Quoi, voilà. Donc on est réellement dans cette approche spirituelle, dans cette approche de verticalité, pardon. Absolument. Il y a également, comment vous dire, ce dialogue presque, je ne sais pas si je me trompe, je vous ai dit en début d'émission, j'ai eu du plaisir à les recevoir ici, Rachid Qureshi, mais également Rachid Boujedra, qui était là pour parler d'une collaboration. Et il y a comme une forme de fil invisible entre les univers de Rachid Qureshi et vous. Parce que lui, en fait, il est sur le chiffre 7. Oui. Le chiffre 7, tout le monde sait que c'est en rapport avec... Enfin, lui, il dit que c'est la shahada. Parce c'est 7 mots, en fait. La shahada contient 7 mots. Et c'est par rapport aussi aux 7 cieux. Et c'est par rapport aussi à la Surat al-Fatiha qui contient 7 versets. Donc c'est les 7 versets répétés. Donc lui, il travaille autour de ça. Mais moi, j'ai vraiment plus puisé dans la globalité du Coran. J'insiste encore sur la science dans le Coran. Et comment ce dernier est codé mathématiquement, c'est juste incroyable, quoi. Mais hors de nos frontières, vous aviez eu comment dire, il y avait une forme d'interaction entre vos univers et puis le grand public. Lorsque vous invitiez par exemple un poète à lire des poésies soufis, lorsqu'il y a eu par exemple ce danseur derviche qui tournait, on est toujours dans la spiritualité, l'élévation. Il était complètement en transcendance avec le nombre d'or. Tout à fait, exactement. Vraiment, ça. Parce que ce nombre d'or, d'ailleurs, c'est le tableau qui est en général sur la couverture du livre et des invitations.
parce que son symbole, en fait, c'est qu'il y a 99 cercles noirs, donc il symbolise en fait les 99 noms de Dieu. Qu'on retrouve dans le Saint-Coran. Quand il a dansé, mais réellement, il était en transcendance avec ce tableau qui était derrière lui. Donc ça lui a parlé. Ce derviche tourneur. Exactement. On n'en sort jamais indemne, ça je peux vous le dire, à travers une exposition que j'ai eu du plaisir à voir. Merci ici beaucoup. Même à Alger, à la Villa Abdeltaif. Là, ils sont tous tués, Abdelkrim Tazarout et Ahmed Bejaoui. Il existe aussi, j'aimerais bien le mentionner, une vidéo parce que, en fait, dans le catalogue, il y a les tableaux, il y a des versets coraniques, il y a des textes qui ont été écrits par des amis journalistes aussi. Mais la vidéo, en fait, elle se trouve sur YouTube. Il y en a une en anglais et une en français. Et elle explique pourquoi j'ai choisi tel et tel verset. Donc on a vraiment le détail. Il suffit juste de taper le dhikr pictural Anissa Berkane, vous regardez la vidéo et vous comprendrez. Des moments de paix, de méditation et d'élévation. Ça, je vous le conseille. Ça se passe au Centre culturel algérien. Ça va se poursuivre jusqu'au 15 du mois prochain. J'aimerais aussi... par la même occasion, remercier les sponsors parce qu'il faut savoir que, oui, parce que cette exposition, ces voyages coûtent cher, donc elle vit de sponsors et il y en a qui ont voulu rester anonymes et d'autres qui sont visibles sur la couverture. Très sensible à vos univers. Oui, on voulait également vous rendre hommage. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je suis très émue de cette... Et vous allez peut-être également l'être en écoutant notre dernier intervenant. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup Anissa Berkane. Merci. Juste un petit mot, vous savez que... Ça c'est la déformation professionnelle, animateur comme il est. Les chansons soufis, oui. Le gospel, c'est exactement c'est pareil, exactement. Et qu'il y a de forts soupçons que les esclaves noirs qui étaient dans les confréries de soufis, lorsqu'ils sont partis, ils ont créé le gospel parce qu'on leur interdisait de chanter en arabe. Ils se faisaient semblant d'avoir été convertis parce qu'on les forçait à être convertis. Et le gospel pourrait être une translation de... Je peux vous dire que ces univers sont habités par le rail, le rock, le slam, le gnawi. Il a été, non, je vous assure, il a été, c'est également ça le rôle de l'animateur, trouver toujours la bonne transition. Il a été nourri de ça depuis toujours. On a réellement l'impression qu'il a eu ça dans le biberon. Il a été pendant de longues années le chanteur leader charismatique, la voix de ce groupe qui a marqué la scène musicale algérienne pendant 14 ans, à savoir Jumaoui Africa. Et là, il vole de ses propres ailes, il atterrit sur notre plateau pour finir tout en beauté. Il s'agit de Jam. Merci d'accepter notre invitation. Vous étiez bien silencieux au dialogue, aux visions, aux univers des uns et des autres. Vous êtes un grand, comment dire, un grand curieux des questions musicales, littéraires, picturales. C'est la raison pour laquelle je voulais réellement vous inviter et retrouver tous ceux réellement qui font bouger l'espace culturel de cette saison-là, de cette fin d'année. Merci pour l'invitation, Karim. Et franchement, là, je me sentais comme... j'écoutais beaucoup, j'ai beaucoup appris avec vous. Franchement, c'est un vrai plaisir. Et puis, c'est aussi dans tout ce que j'écoutais depuis tout à l'heure, dans mon univers, dans ma façon de voir les choses aussi. On parlait de dhikr, du gospel, du gnawa music, c'est exactement ça aussi, c'est les esclaves noirs africains qui... Parce que vous pensez naïvement qu'on vous a réunis par hasard. et voilà, donc voilà, moi je suis venu avec un album, c'est un album. Qu'est-ce que le Zdel? Expliquez-moi ça. Le Zdel, c'est... un virus, une musique, un style, un état d'esprit, c'est quoi? C'est exactement, c'est tout ce que tu as dit, Karim. C'est un virus parce que c'est un terme que j'ai modestement inventé. Je n'ai pas inventé autre chose, mais en tout cas, c'est un état d'esprit. C'est une façon à moi d'expliquer les rythmes. Et moi, j'utilise beaucoup ce mot-là, Zdel, quand je dis à la Suritnaï, il se joue Zdel, tata, Zdel. Et mes amis m'appelaient Zdel parce que je le dis souvent. Ce mot m'a accompagné pendant toute l'aventure solo, depuis 3 ans. C'est devenu aussi, je sais pas, une marque, parce que là, sur Internet... Votre empreinte. Moi, un peu. Franchement, votre marque de fabrique, pratiquement. Quand je tape sur Internet, je trouve qu'il y a plein de jeunes qui me suivent. Ils se font appeler Zdel, Zdel. Et pour moi, c'est un mot qui groove.
qui groove, ça veut dire quand on l'écoute, c'est musical. Aussi. Voilà, c'est musical. Ouais. Il y a une rythmique dedans, même si on ne le chante pas, mais il y a toujours une rythmique dedans. Et ma musique, elle est basée sur un groove africain. Moi, je suis très... Dans l'Afrique, vous habitez. Hein. Ouais. D'abord, l'hommage que vous avez rendu dès la première page note, et plage de votre musique, bien sûr, à ce leader charismatique, cet humaniste, cet anticolonialiste, qui n'est autre, bien sûr, Nelson Mandela. Nelson Mandela, comment dire, ses compatriotes l'appelaient bien Madiba. Et c'est comme ça que vous démarrez l'aventure, pour nous emmener dans plusieurs univers. Je le disais encore une fois, entre le shabi, le asri, le rap, le rail, le gnawa. Mais c'est tout ça en même temps. Et à travers même un duo improbable, avec Manal Gharbi qui, elle, est nourrie de musique savante, musique andalouse et classique, quoi. Et là, ça a été, pour moi du moins, une véritable découverte de deux voix qui viennent d'horizons diamétralement opposés. C'est ça, c'est l'album, il y a 16 titres dedans. Sur chaque titre, il y a une inspiration, une influence d'un style ou juste une direction artistique, c'est-à-dire que ce soit du reggae ou du gnawa ou de la musique africaine en général. Donc moi j'ai fait cet album avec une totale liberté et de la spontanéité dans la composition. Je l'ai composé de A à Z. C'est pour ça que vous vouliez le produire. Voilà. Juste en ces conditions pour ne pas subir le diktat de maisons de production ou d'édition. Exactement. C'est une façon c'est-à-dire de garder cette liberté parce que si j'avais peut-être un producteur, une maison de disques ou un label, j'aurais été peut-être dans une direction pas tout à fait la mienne à 100%, donc le fait de prendre c'est-à-dire le choix là de produire son album, c'est de garder toute cette liberté dans l'écriture, la façon de composer, la façon de, je dis même appeler l'album Zdeldel, c'est quand même osé, c'est pas un mot que tout le monde... C'est original aussi. Voilà, je me suis dit... Et la pochette est tellement belle, je ne sais pas avec quel photographe vous avez travaillé. Alors c'est très original, ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un photographe algérien, il s'appelle Mounir, il se fait appeler Mounir John. Et la conception est faite par une... Mounir John. Ouais. Et la conception est faite par une certaine Alejandra Arambide. C'est une Mexicaine en fait qui m'a contacté sur Internet, qui écoutait ma musique. Et elle me faisait des portraits. À un moment, on a commencé à travailler ensemble. On communique en anglais, des fois en français. Ainsi naquit une belle histoire d'amour. L'amour de la musique. Ouais, l'amour de la musique. Je précise. Avant d'aller voir votre clip, d'inviter nos téléspectateurs à découvrir votre clip, vous avez été, je le disais, le chanteur, le leader charismatique du groupe Jemaou Africa. Et quand je vous écoute, 15 plages, 15 univers différents, j'ai comme l'impression que vous deviez, à un moment donné, prendre votre envol, quitter le groupe pour exprimer cette boulimie musicale qui vous a toujours habité et que vous ne pouviez pas exprimer avec le groupe. Parce qu'ils avaient peut-être aussi une ligne éditoriale qui ne ressemblait pas à la vôtre. C'est exactement ça, parce qu'un groupe, généralement, c'est pas précis, mais peut-être... Enfin, c'est comme ça que les Beatles ont éclaté aussi. Exactement. Hein. Les Beatles, les Jackson 5, les Gnawa Diffusion, on prend juste des exemples. Donc, à un certain moment, 10 ans de carrière... On a envie de passer à autre chose. On a envie de passer à autre chose. Pourquoi on a envie de passer à autre chose? On cherche une certaine liberté, parce que quand on est un groupe, il y a un esprit de groupe, ce qui est bien. Moi, je me suis vraiment forgé avec Jemaou Africa. On a fait le tour du monde, on a représenté l'Algérien, le jeune Algérien un peu partout dans les festivals à travers le monde. Et du coup, donc, on a envie d'avoir une liberté d'expression, d'écrire, de composer, sans qu'un des membres de groupe me dise cette partie je l'aime pas, si on peut changer, mettre ça, parce qu'il a tout à fait le droit. On fait partie du même groupe. Et à un moment, j'ai trouvé que il y avait trop d'interventions sur mes idées, et du coup, l'idée initiale, ça, je la retrouve pas dans c'est-à-dire les résultats finaux quand on enregistre. Et puis j'ai décidé de quitter le groupe. Et c'était en fait avec une période où je suis parti en France pour faire mon master en musicologie, après un arrêt
Donc j'ai fait le Master 1, Master 2. Ça vous a nourri, je vous assure, d'une façon extraordinaire. Ouais, exactement. C'était grâce à ça. C'est-à-dire à l'Université de Paris, j'ai rencontré plusieurs... On n'était que des étrangers. Rare où il n'y avait pas trop de Français avec nous. Il y avait des Cubains, des Brésiliens, il y avait des Palestiniens. Voilà, donc je me suis retrouvé dans un univers, dans une communauté... C'était voilà. Ça, Alger, dans les années 60 et 70. Hein. Voilà, très brièvement, avant de voir le film, la vidéo. Non, on voit la vidéo. On voit la vidéo d'abord. Très bien, on y va. Là vous le voyez assis, réfléchi, assez calme, mais je vous assure que sur scène, c'est autre chose. Regardez Jam, s'il vous plaît. Un hommage à ce leader, bien sûr, anticolonialiste, encore une fois, libertaire dans tous les sens du terme, c'est bien sûr Nelson Mandela. Et le clip est d'une beauté extrême, comme le disait si bien avant, pendant le passage du clip, Anissa Berkane, l'Afrique, terre de toutes les créations, de tous les débats aujourd'hui. Hein. En quoi réellement le parcours de Nelson Mandela vous a-t-il parlé, notre ami Jam? C'est déjà, comme moi je suis vraiment attaché à l'Afrique, avec aussi les héros de l'Afrique, Nelson Mandela, Lumumba, Patrice Lumumba, Thomas Sankara. Donc son histoire, vraiment, elle m'a marqué, c'est-à-dire tout le sacrifice de cette personne, pour moi c'est un symbole. Donc ça m'a vraiment touché et je voulais faire cet hommage. Même le clip, on a vu que c'est pas un clip où on voit ma tête. Tout à fait. Voilà, j'ai vraiment Vous étiez presque en retrait. Hein. Voilà, vraiment en retrait. Ouais. Et j'ai mis, c'est-à-dire l'Afrique en avant. J'ai mis Nelson Mandela en avant et puis toutes les symboliques. En fait, c'était un travail, un patchwork de Magali Boucher, une artiste française qui fait des mangas. Avec des enfants. Et voilà, on a fait faire des ateliers de dessin. Et ces dessins-là, on les a animés. Franchement, c'est tout un travail vraiment symbolique pour
pour l'Afrique. Et j'ai commencé mon album avec ce titre-là, Madiba. Ouais. C'est d'une beauté extrême, ça je vous le conseille vivement. Ouais. Vous allez certainement vous régaler, et puis ceux qui nous regardent également, l'album est en vente chez nous, certes, mais hors de nos frontières. Il est, pour le moment, il est sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Deezer, Spotify et tout. Il y a aussi, j'ai le soutien aussi d'une application Viber qui m'a consacré une communauté sur l'application qui s'appelle Zdeldel, et on peut écouter, voir les... Voilà, c'est devenu une communauté. C'est notre Zdeldel national. Voilà, il s'appelle Jam. Je ne pas de l'oublier. Je vous assure, ça a été une véritable révélation pour les curieux que nous sommes et que vous serez certainement en achetant son album. Voilà, c'est déjà la fin d'aventure. On a pratiquement tout dit aujourd'hui à travers tous ceux qui nous ont fait le plaisir, mais également l'honneur d'être avec nous ce soir. À travers d'abord 2 événements, je vous le disais au sommaire de l'émission, la tenue et l'organisation du 9e Festival international du film engagé, donc, mais également à travers les ouvrages de Ahmed Bejaoui, le cinéma à son âge d'or, 50 ans d'écriture au service du 7e art, et l'histoire va continuer, ça je vous le promets. C'est aux éditions Cheheb, Ahmed Bejaoui. Alors, d'autres ouvrages, d'autres expositions, d'autres films. Nous en parlerons tout au long de cette année 2018-2019. Ça, nous vous le promettons. Un autre livre cette fois-ci, mais presque en dialogue à travers le premier ouvrage. Il s'agit de notre deuxième invité, Abdelkrim Tazarou. Ça s'appelle Cinéma algérien, acteurs et actrices sous les feux de la rampe, aux éditions donc ANAP. Et celui à qui nous avons entre autres rendu hommage, qui est habité par le cinéma, la littérature, la poésie, et que la philosophie entre autres. Hein. Il s'agit de notre Jamal Alam national, ça s'appelle De Oulslou au Yo-Yo des Anges, préfacé par Boukhalifa Amazid. C'est aux éditions ANAP, bien sûr, notre ami Abdelkrim Tazarout, avec, je le rappelle encore une fois, l'une des pochettes du premier album, l'un des premiers albums de Jamal Alam. Hein. Le premier album, exactement ça. Faut-il vous rappeler, si vous habitez hors de nos frontières, que l'exposition donc de notre ami Anissa Berkane, eh bien, a lieu au Centre culturel algérien. Elle va se poursuivre jusqu'au 10 de janvier 2026. Du 14 décembre 2018 jusqu'au 26 janvier 26 janvier 2019. Ouais, voilà, allez-y la voir, je vous assure. La réflexion, le dialogue interculturel et interreligieux, la spiritualité, comment dire,